Et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bienvenue dans La Voix de l'étu, l'émission qui donne la parole aux étudiants de l'Université de Nîmes. Je suis Lucie, l'étudiante en master Humanité et Industrie créative et vice-présidente de l'association Stellart, l'association artistique et culturelle de l'université. Dans cette émission, qui devrait durer une petite heure, nous allons parler de jeux de rôle. Du coup, voilà. J'ai rencontré Dalin l'année dernière, à de multiples occasions. On n'a pas vraiment eu l'occasion de se parler à chaque fois, mais c'est dernièrement que j'ai appris quelque chose qui m'a énormément, enfin qui a éveillé ma curiosité, c'est que tu es maître de jeu pour des jeux de rôle. Tout à fait. Et du coup, je vous présente Dalin Poulain. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter? Donc bonjour, je m'appelle Poulain d'Alain, comme ça a été dit tout de suite. Du coup, j'ai actuellement 28 ans. Je suis actuellement en deuxième année de licence Histoire et Patrimoine à l'Université de Nîmes. C'est une reprise d'études. Voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Voilà, à côté des études, bon, je travaille certes, mais aussi je fais du jeu de rôle, un petit peu d'écriture, un petit peu de dessin. Voilà quoi. On va dire que tu es bien occupé en tout cas, parce que je sais aussi que tu fais le théâtre, hein. Aussi, oui, tout à Oui, fait. donc vraiment, voilà. C'est beaucoup, beaucoup d'activités à tous les niveaux. Et en fait, du coup, je me demande, est-ce que c'est par toutes ces activités que tu fais à côté que tu as découvert le jeu de rôle? Ou- Non, du tout. J'ai découvert le jeu de rôle parce que... alors, je me souviens, c'était au lycée. J'avais rencontré un groupe de potes. Et en fait, à un moment, on était dans la cour et moi, je suis allé les rejoindre parce qu'on n'était pas dans la même classe, bref. Et là, ils commençaient à parler. Enfin, c'était une discussion assez étrange où en fait, ils disaient, ouais, l'autre fois, j'ai fait ça, et puis tu te souviens, j'ai fait ça, etc. En fait, ils parlaient de choses, genre, t'avais l'impression que c'était des trucs qu'ils avaient vraiment vécu, mais en même temps, quand tu les écoutais, tu disais, non, mais c'est pas possible. Ils ont pas pu faire ça en vrai parce qu'ils ont parlé de trancher des têtes de gobelins avec des épées, de lancer boule de feu. Donc t'es là, t'es en mode, non, ça ne peut pas être réel. Mais ils en parlent comme s'ils l'avaient vraiment fait. Et du coup, moi, je suis là, je suis intrigué. Je fais, bah, du coup, je pose la question, mais excusez-moi, mais de quoi vous parlez exactement? Et puis, ils me font, ah ben, c'est simple, on a fait un jeu de rôle. Autrefois, il s'est passé ça, 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 c'était trop drôle, etc. Et tout de suite, j'ai trouvé le concept génial. Le concept génial. Et voilà, l'idée de pouvoir incarner un personnage, d'être le héros de ton histoire et de pouvoir un petit peu faire de vivre des aventures, etc. Je trouvais vraiment le concept incroyable et du coup, je voulais y participer. Donc du coup, moi, je suis arrivé, sachant que j'étais un petit peu le petit nouveau dans le groupe. J'étais là, je suis en mode, ouais, excuse-moi, est-ce qu'il y aurait moyen que je participe et tout? Et du coup, il y a mon pote, fait, ouais, bien sûr, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut demander l'autorisation de notre MJ. Et je me souviens qu'à Maître de l'époque, jeu, MJ. pardon, Maître désolé. de jeu. Non, Pour mais ceux au qui cas où, savent que ceux pas, qui savent pas. MJ, ça veut dire maître de jeu, c'est un acronyme. Et c'est celui qui organise les tables de jeu, qui prépare les aventures. Donc, c'est quand même c'est important d'avoir son accord pour rentrer dans une table. C'est ça. Et du coup, et moi, je me souviens qu'à l'époque, c'était quelqu'un qui avait un air un petit peu renfermé. Je pensais qu'il m'aimait pas du tout. Et du coup, j'étais là, j'étais en mode, ouh. Du coup, j'ai dû prendre mon courage à deux mains et aller. Je fais, excuse-moi, est-ce qu'il serait possible de participer à une partie de jeu de rôle? Alors, à l'époque, ça m'avait surpris. Il m'a dit oui. Et puis voilà, on s'est fait une après-midi où j'ai fait ma fiche, j'ai fait un rôdeur qui a mal fini d'ailleurs. Euh, Et oui, parce que du coup, dans le jeu de rôle, tu as, on va dire, différents outils pour faire vivre ton personnage. Et ton personnage, souvent, il est représenté par une fiche avec, tu fais un petit dessin de ton personnage, et tu as différents aspects, en fait, de ses forces, de ses faiblesses, son histoire, quels sont ses objectifs, enfin, comme pour, quelque part, un roman, un personnage de roman, un personnage d'histoire, mais là avec un peu plus de ce côté quelque part les chiffres un peu, genre les différents aspects, les différents chiffres associés à ces aspects, ça va jouer sur le gameplay, ça va jouer sur c'est ça, oui. comment ça se passe. Comment ça se Mm. passe? Eh ben en fait le truc c'est que comme on dit, il y a le maître du jeu ou Oui. MJ qui en fait lui va créer un univers, va Mm. créer une histoire qui du coup est interactive, qui n'est pas linéaire parce que le résultat dépend de l'action des joueurs, les joueurs qui seront appelés du coup des personnages joueurs ou PJ dans le jargon. Et en fait, dans toute histoire et même dans la réalité quelque part, parce qu'il y a un côté simulationniste aussi dans le jeu de rôle. Mm. En fait, comme dans toute histoire ou dans la vie, on va vouloir effectuer des actions, mais on n'est pas assuré que ces actions
vont atteindre le but voulu. Et en fait, pour représenter ceci, en fait, c'est là où l'aspect gameplay entre en jeu. C'est pour ça que, grosso modo, le jeu de rôle, c'est un petit peu un mélange entre du théâtre, parce qu'on incarne, mais également un jeu de société, parce qu'on va utiliser des dés, on va utiliser un système de jeu. Et en fait, si je prends l'exemple du jeu de rôle le plus classico-classique, Donjons et Dragons, on a plusieurs caractéristiques, genre la force pour déterminer sa puissance physique, la dextérité, la constitution, la sagesse, l'intelligence, bref, tout ça. Et en fait, ça va être, et chacune de ces caractéristiques va être déterminée par une valeur de caractéristique. C'est-à-dire que, par exemple, je dois faire un jet pour toucher un monstre, mais est-ce que je touche ou pas? Je lance le dé, je rajoute les bonus en lien avec la caractéristique demandée, et en fait, plus le bonus est élevé, plus ça indique que notre personnage est compétent à un savoir-faire ou alors des facultés innées pour pouvoir mener à bien cette action. Et c'est là où ça entre en jeu. Et du coup, c'est là où je parle de Donjons et Dragons, mais selon les jeux de rôle, parce qu'il existe plusieurs variétés de jeux de rôle qui vont plus ou moins mettre en avant le côté narratif, genre en mode, bon, le jeu de rôle, le système de jeu, c'est un peu secondaire, le but, c'est de créer une bonne histoire qui soit fluide, qui soit immersive, ou alors il va y avoir un autre côté où ce sera plus simulationniste, où le but, ce sera vraiment de renforcer l'immersion par un côté, ok, mais il faut que le système de jeu puisse retranscrire le plus possible la réalité. Ah oui, oui. Ou du coup, ça va être pour chaque coup d'épée, il va falloir faire 3 jets différents. C'est ça. Et il y a un petit peu un équilibre à avoir, parce qu'un système trop simulationniste, ça donne Shadowrun, qui est incroyable dans ses possibilités, mais qui, si tu prends les règles pures, est juste imbuvable. Et sinon, d'un point de vue narrativiste, c'est juste, tu racontes une histoire. Et, j'ai pas vraiment d'exemple en tête de narrativiste exagéré, mais... Peut-être pas exagéré, mais moi je sais que le jeu de rôle Alien, quelque part, il n'y a pas de règles très difficiles. Ouais. Mais par contre, voilà, quand tu lances les dés, à chaque fois que tu lances les dés, tu as une chance qu'un alien te tombe dessus. Oui. Et du coup, ça crée une tension permanente. Et du coup, voilà, tu fais pas souvent des jets, mais quand tu les fais, tu t'accroches à la table, quoi. C'est pas mal. Donc non, il y a de tout. Vraiment, ça qui est agréable, c'est qu'il existe du coup des jeux qu'on dit franchisés. Ouais. Donc par exemple, on va avoir des jeux de rôle Star Wars, Star Trek, Alien, Le Seigneur des Anneaux, pour vraiment mentionner les plus gros. Mais après, moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai joué à une campagne de Donjons et Chatons. Et ne croyez pas que parce que c'est Donjons et Chatons, c'est moins intéressant, c'est moins difficile. Non, c'était une aventure d'arriver jusqu'au bout. Et souvent, ce que j'ai l'impression, c'est que non seulement il y a cet aspect quelque part un petit peu mathématique de hasard, tu lances le dé, tu sais pas ce qui va se passer, il faut s'adapter, mais il y a aussi ce côté où il faut être un peu intelligent. Par exemple, à un moment, tu as des joueurs qui se sont mis à être obsédés par l'idée de manger une poule. Ouais. Et bien, ça a eu des impacts très négatifs sur le groupe à la fin. Ils se reconnaîtront. Et du coup, voilà, pareil, à un moment, j'ai eu une très très bonne idée. Et bien, bon, par contre, mon personnage n'était pas très intelligent. Mais parce que j'ai fait un succès critique, on a évité la catastrophe. Alors, elle part de réussite critique, en fait, c'est parce que dans le jeu de rôle, il y a une mécanique qui se retrouve plus ou moins dans tous les jeux de rôle. C'est l'idée de réussite et d'échec critique, c'est-à-dire qu'il va y avoir les valeurs extrêmes dans les dés. Ça va produire soit une réussite critique, donc c'est tu réussis ton action, mais au-delà des espérances, ou alors, à contrario, tu as l'échec critique, où en fait, ton action aura des conséquences désastreuses. Voilà. Ça paraît important de le dire, c'est un mécanisme central du jeu de rôle. C'est surtout que Excuse-moi, vas-y. Non, mais surtout que ça fait partie du fun en fait. Oui, bien sûr. Ça fait partie du fun. C'est parce que tu peux te dire ouais, j'ai fait le personnage le plus puissant que je joue avec depuis des années, il est presque Dieu à ce point. Et ben non, c'est un échec critique. C'est un échec critique. C'est ça. Ah, mais de toute façon, les échecs critiques, c'est au moins 50% des fous rires en jeu de rôle. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est drôle. C'est drôle. C'est pas très... Ça peut être sérieux. Oui. Mais quand même, moi, je sais que ce qui m'a donné envie de commencer, c'est parce que j'étais là. Ah oui, les gens ont l'air quand même de bien se bidonner quand ils jouent. Et se prendre au jeu et même du coup de s'inventer des histoires autour. Du coup, je ne sais pas si Tom, tu peux montrer un des exemples. Par exemple, j'ai joué à des jeux de rôle où du coup, systématiquement, une de mes amies qui dessine très bien a pris nos personnages et les a dessinés
Il nous a partagé des dessins après. Et en fait, c'est ce côté où même après, par exemple, le nom de notre groupe Facebook, bah, on était là en mode ah oui, le fan club de Mamie Omelette, les touristes de la ville de, je me rappelle plus. Et du coup, c'est vraiment ce côté où quelque part on fait vivre l'histoire même après qu'on l'ait vécue. C'est ça. Donc c'est très sympa. Moi, ça me rappelle l'histoire où on jouait à un jeu de rôle qui s'appelait Néphilim. 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 Néphilie. Néphilim. Mm. Et en fait, oui, excuse-moi. Oui, en fait, c'est un jeu de rôle où on incarne un petit peu des monstres magiques, genre vampires, logos, etc., dans le Londres victorien. D'accord. Et en fait, à un moment, le maître du jeu a décidé de faire un scénario. Et en fait, le scénario impliquait un espèce de retour dans le temps, ce qui a impliqué de facto un reboot de l'univers. Et c'était du coup, et en fait, t'as un scénario qui était très impopulaire parmi les joueurs. D'accord. Et du coup, ça fait que j'ai un de mes amis, j'espère qu'il est là, qu'il se reconnaîtra, qui a dit non, je refuse. Et du coup, il était dans un délire. Il a créé son propre serveur Discord. Il l'appelait Real Nephilim. Et il a créé tout un lore en mode. Où en gros, il a écrit avec un petit peu, tu sais, des symboles bizarres là pour montrer que ça glitchait un peu en mode oui, en fait, ça s'est jamais passé. En fait, le méchant, il cherchait juste des amis. On lui a proposé des amis, du coup, il est devenu dans le jardinage, etc. Le reboot n'a jamais eu lieu. Donc, du coup, voilà, on a eu un groupe comme ça qui s'appelait Real Nephilim pendant un petit moment. C'était assez drôle. Bah, du coup, oui, je pense que c'est le genre de, quelque part, c'est le genre de jeu qui nous apprend aussi, tu sais, à quelque part travailler ensemble ou au contraire à faire mûr ensemble, en fait. C'est ça. Mais de toute façon, il y a un YouTuber YouTube que je suivais à l'époque qui s'appelle Nighterion, si je prononce bien, qui disait justement que le jeu de rôle est un sport d'équipe. Et je suis absolument d'accord avec, parce que certes, on joue chacun son personnage, et les personnages, ils ont des buts et des caractères, des façons de faire qui sont différentes. Mais en fait, il faut faire coïncider tout ça ensemble pour faire avancer le scénario et faire avancer l'intrigue. Parce que le problème, et ça j'ai l'impression que ça arrive surtout avec les joueurs débutants ou certains qui se sentent un peu, qui ont besoin de trouver des choses, qui en fait vont se servir du jeu de rôle soit pour exorciser un petit peu ce qu'ils ne peuvent pas faire en société, ou alors qui vont, par esprit de trolling ou autre, mettre le bazar qui va aller à l'encontre justement de l'intérêt des autres joueurs et les mettre dans la panade. Et en fait, justement, il faut justement que pour le plaisir de tout le monde, parce que sinon c'est désagréable dans ces conditions-là, en fait, il faut toujours essayer de trouver le juste milieu entre ok, incarner son personnage, mais toujours faire en sorte que le groupe puisse avancer dans le scénario et dans la quête, parce que parce que c'est quand même le maître du jeu qui s'est embêté à créer un scénario, donc flinguer le jeu parce que lol, rien à faire, voilà, c'est pas très respectueux. Et voilà. Et aussi, quand tu joues à un jeu de rôle, t'es là pour quelque part t'évader, t'es pas là pour subir les comportements toxiques ou les comportements immatures des autres aussi. Donc il y a un petit peu Après, je dis pas qu'on peut pas jouer un personnage un petit peu trouble ou un personnage un petit peu taquin, mais il y a une forme d'équilibre à trouver justement pour pas que cela nuise à l'ambiance de table. Moi, par exemple, j'ai appris à jouer avec mon amie Amandine et mon amie Coralie, qui a fait les dessins. Et en fait, au début, je voulais absolument, quelque part, jouer comme si c'était moi. Et il faut savoir que j'ai un sens de la justice beaucoup trop prononcé. Et donc, par exemple, à un moment, il fallait en fait détruire des arbres invasifs qui mettaient en danger l'existence de grenouilles. Et moi, j'étais là en mode, mais vous êtes sûr qu'on peut pas parler aux arbres Vous êtes sûr qu'il n'existe pas une solution, genre, En plus, du coup, j'étais la magicienne et c'était en mode, non, Lucille, tu es la magicienne, envoie une boule de feu. Et moi, j'étais là, non, je suis pas sûre. Et on a tourné comme ça pendant 1 heure avant que je comprenne que non, effectivement, c'était ça qu'il fallait faire. Ouais, mais après, là encore, je trouve que, de ce que tu me racontes, je trouve que ça va, parce qu'après, c'est un jeu de rôle, c'est quelque part des personnages qui sont aussi tiraillés par les enjeux de l'histoire. Et c'est ça qui rend aussi les parties intéressantes. C'est sûr, c'est sûr. Je pense que il y a ce côté où tu peux du coup essayer des choses que tu ne ferais pas dans la vraie vie, comme tu peux le faire aussi dans des jeux vidéo. Mais voilà, les jeux vidéo, jusqu'au bout, ils vont te forcer, alors que techniquement, une
maître de jeu, un bon gameplay, tu gardes quand même un certain contrôle. Mais pour moi, c'était très très dur en fait au début de comprendre que non, il y a mon personnage avec ce qu'il a vécu, ce qu'il aime, ses objectifs, et moi. Et voilà. Et la question que j'aurais pour toi, c'est ça en fait. Qu'est-ce qui était dur au début, genre joueur ou maître de jeu? Ce qui était dur en tant que joueur et maître du jeu. Je vais commencer en tant que joueur parce que c'est par là où j'ai commencé et c'est là où typiquement j'ai le plus d'expérience en vérité. En fait, ce qui est le plus dur en tant que joueur, surtout quand moi on a été t'es un enfant et un adolescent un petit peu solitaire, timide, pour pas dire coincé dans un certain sens, ce qui est difficile, c'est d'oser. D'oser. Déjà parce qu'on a peur du regard des autres et on a peur on a peur d'être la personne qui va faire une bêtise, qui va se retourner le groupe ado. Alors qu'en vérité, le jeu de rôle, c'est un divertissement, c'est un jeu. Voilà, tu fais une erreur, c'est pas grave. Et comme tu dis, en fait, il y a cet aspect du jeu de rôle où, quand tu entres dedans, il y a cet aspect où tu prends quand même à cœur ce qui se passe. Donc, même si tu vas faire une action périlleuse, même si tu sais que bah, ton intégrité physique, tu vois, tu auras toujours ton bras et tes jambes de main, tu vas quand même être là en mode, tu vas pas voir ton personnage et te dire, ouais, mais ça paraît un peu risqué, non? Mais en fait, je pense que c'est ce côté-là où justement, ce qui est difficile, c'est de passer le pas, d'oser faire des actions, de proposer des choses. C'est vrai que parfois, ça c'est un conseil que j'ai donné à tout joueur débutant, typiquement, c'est oser. Franchement, oser, personne ne vous en voudra. C'est qu'un jeu. Et au contraire, quand vous oserez, vous verrez, ça va débloquer un truc. Du coup, c'est comme je disais, moi, je n'osais pas trop parler, je n'osais pas trop agir parce que j'avais peur qu'on se moque de moi, qu'on me tape sur les doigts, etc. Donc, voilà. Mais sauf qu'en fait, un jour, je me souviens, il y a un truc qui m'a débloqué, c'est que, en fait, je jouais à un jeu de rôle, bah, c'était du Medieval Fantasy, et j'incarnais Dizara, qui est un petit peu un homme caméléon ninja, tu vois, genre c'était un petit peu... Le personnage plutôt de l'assassin ou du C'est ça, voleur? c'était vraiment l'assassin, genre la personne qui a été élevée pour accomplir sa tâche, tu vois, c'était vraiment l'exécutant froid, tu vois. Et moi, du coup, j'ai été déployé sur une mission, et ma mission, c'était tu les suis et tu les aides à accomplir la mission. Et en fait, durant la mission, on a recueilli une personne qui était un petit peu une demoiselle en danger, et on s'est fait attaquer par des hommes de main, des méchants. Et en fait, on commence, voilà, ça fait bagarre, bagarre, bagarre. Et là, je fais un jet de perception, je réussis, en même temps caméléon, voilà. Difficile d'échapper. Et là, je vois, au loin, là, dans la ruelle, 3 messieurs qui nous regardent. En tant qu'individu professionnel, qu'est-ce que je fais? Bah, je suis un caméléon, donc déjà, invisibilité. Et là, ensuite, je vais pour contourner, pour me retrouver derrière d'eux et les espionner pour savoir ce qu'ils veulent. Et ça, déjà, rien que ça, déjà, c'était quelque part une prise de risque qui me tenait à cœur, parce que c'est dire s'écarter du groupe, ça veut dire prendre un risque et y aller sans. Et si jamais il m'arrive quelque chose alors que je suis à côté d'eux, genre, imaginons si j'échoue à mon jet de discrétion, et ben là, j'aurais eu 3 personnes sur moi et. Ah, tu vois. Déjà, rien que ça, fallait oser. Et ensuite, je suis derrière 3 personnes, je les écoute attentivement. Et là, je les entends dire, bah, en gros, bah, que c'était des méchants aussi. Et là, je me suis dit, ok, mon personnage, il serait là. Typiquement, pour lui, hop, tu les zigouilles, il n'y a rien à dire. Tu vois, genre, c'est des méchants, pour la mission, il faut se débarrasser. Mais en tant que joueur, tu as cette pression de dire, ah oui, mais si jamais je fais ça, parce que là, il s'agit de tuer 3 personnes en même temps. Si jamais je fais ça et que j'échoue, je vais être dans la merde. Et en plus, je peux mettre la merde dans le groupe parce que du coup, ils doivent se mettre en danger pour venir m'aider. Et après, c'est tout un calcul à faire en soi, mais je me suis dit, bon, allez, je fais le roleplay, j'attaque, j'ai fait une échec critique, j'en ai tué 2 sur le coup, et le dernier, bon, il était dans un état que je ne décrirai pas pour s'il y a des mineurs qui nous regardent, mais du coup, il était quand même vivant et j'ai pu l'interroger. Et ça m'a fait dire que j'étais capable, en fait, de faire des actions qui peuvent aider le groupe, qui peuvent rien que faire une action classe en jeu de rôle. Et ça, je pense que c'est intéressant, c'est d'oser. Voilà, c'est oser, parce que la seule chose qui puisse vous arriver, c'est de vous rendre compte que finalement, bah, vous aussi, vous pouvez réaliser des choses en jeu de rôle. Tout le monde est capable de le faire, en fait. Il n'y a pas de peur à avoir. Mais du coup, le terme du coup, que j'ai utilisé, est-ce que c'était plutôt assassin, est-ce que c'était plutôt voleur? C'est parce qu'en fait, il existe des grandes classes, on va dire, des
des mots génériques qu'on Mhm. utilise pour certains types de personnages. Moi, je sais que j'ai souvent incarné des mages, Mhm. c'est-à-dire ceux qui ont de la magie et qui peuvent Mhm. envoyer des sorts. Mhm. J'ai fait le tank une fois, donc c'est-à-dire c'est un personnage qui est très très fort, qui peut prendre beaucoup de Mhm. dégâts. J'ai pas beaucoup aimé. C'était pas la meilleure expérience de ma vie. Et la dernière fois, c'était genre, je crois, genre c'était un miage avec de la miagie, mais du coup, je j'ai pas envoyé beaucoup de sorts très importants, mais c'était quand même extrêmement sympa. Et j'ai des amis qui, eux, préfèrent jouer le, le paladin. Donc, c'est comme un moine guerrier. Alors le paladin, Non, ça c'est va... pas exactement ça. À chaque fois, je me trompe. En fait, le paladin, ça va plus être un mix, en gros, entre le guerrier Ouais. et le magicien, oui et non. Enfin, mais entre le guerrier et je vais dire le moine, le clerc. Parce Oui, qu'en fait, quand tu dis moine, ça peut avoir un double sens. Parce qu'en fait, dans Donjons et Dragons, tu as le clerc qui représente un petit peu. C'est un petit peu le moine moyenâgeux, moyenâgeux occidental. Tandis que quand tu dis moine, un joueur de Donjons et Dragons va tout de suite penser au moine Shaolin, en fait. Parce que cette ah, classe existe. d'accord. Donc, du coup, c'est pour ça que par convention, on dit clerc. Et Mhm. en fait, c'est un personnage qui va avoir un petit peu l'équipement militaire, l'équipement et l'entraînement militaire du guerrier, avec l'armure qui va avec, mais avec des pouvoirs d'origine divine, donc venant des dieux, qui appartient au clerc et qui est plus une magie tournée pour faire le soin des alliés et pour accompagner les alliés. Oui, d'ailleurs, du coup, il y a le... Non, honnêtement, à chaque fois, genre, je suis là en mode... non, je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle, mais il y a aussi, du coup, le voleur, il va y avoir le Ouais, ranger, il va c'est y ça. avoir l'assassin, j'en oublie, mais... En fait, on va dire que si on doit diviser Ah en oui, trois le grands groupes, barde. tu as le guerrier, celui qui tape fort et qui encaisse, le magicien, celui qui fait de la magie, et je vais dire le roublard, parce que ça englobe voleur et assassin. Le roublard, qui lui, c'est plutôt genre l'attaque fine, l'attaque sournoise, et aussi le fait de maîtriser de nombreuses compétences, savoir être discret, crocheter, etc. Et en fait, ces trois-là, en fait, vont un petit peu se décliner. Genre, comme je disais, par exemple, bah, tu rassembles un petit peu un roublard et un guerrier, bah, ça te fait globalement le rôdeur qui, traditionnellement, en tout cas dans Donjons et Dragons, je me réfère toujours parce que c'est un petit peu le classique du jeu, c'est celui qui a popularisé le jeu de rôle. Voilà, il va être spécialisé tir à l'arc ou alors combat à deux armes. Mm. Pareil, tu mélanges un petit peu le guerrier et le magicien, ça va te faire un paladin. Voilà, ce genre de choses. Et pareil, et au sein de ce même truc, genre tu fais un mix guerrier magicien, mais si tu l'axes plus sur le côté militaire, ça te donne un paladin, mais si tu l'axes plus encore sur le côté magie, ça fait le clerc, tu vois. Genre il y a un petit peu des déclinaisons comme ça qui le rassemblent dans des archétypes. Mm. Et après, je sais que du coup, chaque jeu a des fiches personnages. Je sais qu'une fois, j'ai joué un grand tigre bipède. C'était très fun. Mm. Et du coup, toi, ben, justement, on parlait des bienfaits. Donc, il y a le côté Ouais. social, le côté osé, en fait, affirmation de soi, hein. Mhm. Il y a le côté découvrir différents univers qui sont fun. Aussi, se laisser accepter le hasard et, Oui. et accepter que ça fait partie de la vie et Et partie du quelque, jeu. et quelque part, j'ajouterais aussi que ça apprend à se défaire un petit peu de son ego. Parce que quand tu Et crées un oui. personnage, tout de suite, on a tendance à faire un personnage genre bien propre sur lui, bien digne, etc. Mais sauf que tu vas faire un jet, c'est pas toi qui décides, tu vas t'écraser sur la boue, il va y avoir tous les villageois qui te pointeront du nez, ils vont se foutre de ta gueule, et toi, tu vas devoir accepter et prendre ça parce que c'est les dés ont fait que, ben, tu étais là, t'es en mode, ok, je prends pour moi. Ça apprend aussi quelque part l'humilité, hein. Oui, non, mais qui est quand même une très belle qualité, Tout à hein, fait. c'est très bien. Et toi, du coup, est-ce que tu sais toutes les activités que tu fais à Hmm. côté, théâtre, dessin, tout ça, est-ce que c'est des choses quelque part qui découlent un peu de ta pratique du jeu de rôle? Genre, si ma pratique du jeu de rôle, T'as euh, mené à ah, faire d'autres activités à côté? Euh, C'est c'est compliqué à dire. Moi, je verrais plutôt ça comme une forme d'interconnexion. Ok. C'est-à-dire que je suis plutôt un individu qui aime l'imaginaire en tant que tel. Et en fait, tous ces différents arts vont m'intéresser en tant que tel. Après, c'est vrai que par exemple, le dessin, je me souviens que je m'étais décidé à vraiment commencer à dessiner. Bon, après, mon niveau est très humble, hein, mais j'ai vraiment commencé à dessiner justement parce que je voulais dessiner un mob que j'avais dans ma tête et je savais que DeviantArt ou Pinterest ne pourraient pas me fournir ce que je voulais en tête. Euh, voilà.
L'écriture, non, je faisais avant, mais ceci dit, c'est vrai que le jeu de rôle m'a permis de développer un style d'écriture parce qu'une fois, j'étais tombé sur un maître du jeu qui voulait que tous les aspects de mon personnage, genre sa classe, pourquoi est-ce qu'il en est venu là, son équipement, etc., soient justifiés. Donc j'ai dû écrire un pavé. Mais sauf que moi, je l'ai pris comme un jeu et j'ai décidé d'écrire sous forme de roman. Et j'étais en mode, putain, mais en fait, c'est rigolo d'écrire. Et du coup, ça fait qu'à chaque fois, j'ai une tradition de romancer les histoires de mes personnages. Ce qui fait que je me tape une réputation de joueur qui décrit des histoires de personnages de 13 pages. Parce qu'une fois, je m'étais amusé à vraiment faire défi d'écrire une nouvelle. Bon, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, mais moi, je m'étais beaucoup éclaté à le faire. Mais voilà, mais après, c'est quand même. Mais en soi, c'est des activités que je faisais un tout petit peu avant quand même. C'est juste qu'en fait, les uns se nourrissent des autres. Mmh. J'ai l'impression que quelque part ça nous amène à notre prochain point, dans le sens où vraiment les jeux de rôle ont eu un impact en fait sur l'émergence et la popularité de différents médias. Mhm. Et du coup maintenant on a des jeux vidéo de rôle, notamment voilà, on parle beaucoup de Baldur's Gate 3 qui a été quand même qui est en train de devenir vraiment un monument de la pop culture, je vais y arriver. Et moi, je me rappelle que quand j'étais du coup plus jeune, on était tous à fond derrière le donjon de Nullbuck. En n'ayant jamais joué le jeu de rôle, on avait tous lu les livres, regardé les BD, écouté les audiobooks. Et je sais que, en fait, à certains moments, j'ai joué à des jeux de société que quand j'y repense, je suis là en fait, en mode, bah oui, c'était des jeux de rôle quand même, d'une certaine manière, juste en version hyper condensée, mais c'était ça. Et du coup, c'est vraiment un univers dans lequel voilà, on peut rentrer par différents médias, ce qui peut se développer dans différents médias. Et notamment, en fait, le conseil que du coup, je souhaitais donner aux personnes qui nous écoutent, c'est un truc que je trouve très divertissant, c'est de regarder des personnes jouer à des jeux de rôle. Et donc, en français, on a la chaîne YouTube La Bonne Auberge qui propose vraiment une grande quantité en fait de vidéos qui ont déjà été uploadées, qui originellement étaient en fait sur Twitch. Voilà, voilà. Et après, l'autre exemple, c'est donc plutôt en anglais, du coup, vous avez sur la chaîne des High Rollers D&D, le casting des personnes qui ont fait les voix et les expressions des personnages de Baldur's Gate 3, qui ont fait une session de Donjons et Dragons ensemble, ce que je trouve vraiment excellent comme idée. Et ça peut être un bon moyen de comprendre un peu les mécaniques, de comprendre les impacts, les enjeux, comment ça se passe. C'est très, très, très sympa. Et après, j'ai du coup ma maître de jeu qui m'a envoyé plein de recommandations de sites, en fait, de sites internet qui permettent de commencer gratuitement. Donc, par exemple, on dit des fois, ah oui, pour jouer à un jeu de rôle, il suffit d'une petite feuille de papier et de dés. Mais maintenant, il existe des applications qui font en sorte que tu aies tes dés sur toi. Donc, bien sûr, c'est très sympa d'avoir des dés, c'est très beau, c'est très mignon, on les collectionne, c'est comme des figurines, mais on peut commencer tout simplement en cherchant une application. Donc, il y a une application qui s'appelle Roll20 et qui permet en fait non seulement au maître de jeu de choisir le nombre de dés qu'il veut envoyer, parce que des fois, il faut en jeter une certaine quantité. Et aussi les joueurs, s'ils n'ont pas de dés sur eux, ils peuvent utiliser ça. Si vous jouez par exemple sur Discord aussi, j'imagine, il y a un système aussi, je crois. Sur Discord, alors on a beaucoup joué sur Discord. Alors nous, on utilise un... En fait, je réfléchis parce que c'est vrai que maintenant, Discord, ils ont un petit peu une politique de jarter un petit peu les bots, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est vraiment comme ça, mais en tout cas, il y a beaucoup de bots qui apparaissent puis qui ensuite deviennent inutilisables. Mais nous, en ce moment, on utilise beaucoup Disperser. J'espère ne pas me tromper sur le nom parce que c'est moi qui me vient en tête, mais il me semble que c'est ça, c'est Disperser qu'on utilise. Et pareil, tu peux délimiter le nombre de dés, tu peux même ajouter les bonus que tu ajoutes à tes dés.
Voilà, genre par exemple, tu dis ouais, t'as un bonus de plus 3, hop, tu fais D6 plus 3, hop, et ça te met directement le résultat, mais avec parfois le calcul détaillé. Ah oui, comme ça, t'es tranquille, quoi. Voilà. Et aussi, on utilise beaucoup Watch Together pour l'ambiance musicale. Mhm. Parce que la musique, ça joue beaucoup sur l'ambiance et l'immersion aussi. Enfin, moi, en tout cas, je le pense beaucoup. Et parce que, oui, encore une fois, Discord, bah, je sais que YouTube met de plus en plus de pression de ce que j'ai compris sur les droits d'auteur. Donc, du coup, il y a beaucoup de bots de musique qui ne marchent plus. Ça fait maintenant quelques années que c'est comme ça. Et Watch Together, en fait, c'est un site qui permet de regarder des vidéos voilà, de manière communautaire. Genre, on clique sur un lien, tout le monde se connecte, clique sur le lien et tout le monde regarde mes vidéos. Et et nous, en règle générale, ce qu'on fait avec les potes, c'est quand on fait un jeu de rôle, on fait le lien Watch Together, on met les musiques qu'on a à mettre, parce que souvent c'est issu de YouTube. Et du coup, tout le monde se connecte et on met ça en fond pendant la partie. Mhm. Et aussi, si YouTube du coup n'est pas disponible, il y a aussi un site qui s'appelle Tabletop Audio et qui permet en fait de non seulement jouer des ambiances, mais aussi des bruits, des sons quand tu veux un petit peu genre réveiller tes joueurs, quand tu veux leur faire peur ou quand tu as envie qu'il y ait genre un bruit d'explosion. Et ben ils ont ça genre sous la main. Alors du coup, elle, ce qu'elle utilise également, c'est Incarnate, oui, pour, tu sais, faire tout ce qui est map. Oui. Parce que vraiment, elle, ce qu'elle aime, c'est nous faire sentir que quand on dit oui, je veux aller là, elle est là en mode oui, ça va te demander de temps pour te déplacer. Parce que justement, elle sait que sinon, on partirait un petit peu dans tous les coins, Ouais. là. Donc, elle nous canalise. Et après, il existe un site aussi qui est intéressant parce que là, il a plein d'outils, du coup, plutôt de Donjons et Dragons, mais vraiment avec ce côté, il vous explique comment ça marche et il s'appelle aided, donc AIDE2D.org. Et en fait, l'idée, c'est que quelque part, il y a plusieurs aspects à créer une campagne. Oui. On a parlé des personnages, on a parlé de l'univers, mais il y a aussi voilà, le rythme, quelles rencontres les personnages vont faire, quels vont être les défis qu'ils vont traverser. Et avoir en fait quelque part une base commune, enfin, voilà, même si vous ne choisissez pas un univers en particulier où créer votre jeu de rôle, bah, c'est quand même important. Et du coup, c'est ça la question que j'allais te poser. C'est toi, tu m'as beaucoup parlé du fait que tu créais tes propres univers. Oui, tout à fait, parce que moi c'est un petit peu l'intérêt que j'y trouve, c'est l'idée de créer son univers avec les thématiques qui nous sont chères, les références qui nous sont chères, et du coup de créer un univers autour de ça et de voir tes joueurs un petit peu évoluer dans les histoires que tu racontes et un univers que tu essaies de mettre en place. Du coup, j'ai créé quelques univers. Alors, il y en a un, c'était plutôt un univers test, même si je le trouve très fun. C'est parce que moi, en fait, je me repose beaucoup sur le système Barbarian of Lemuria. C'est un jeu de rôle licencié, dans l'esprit très inspiré des romans à la Conan, genre le Sword and Sorcery. Et en fait, ça se veut narratif, donc du coup, c'est axé combat et tout le jeu et le système est épuré et ça joue sur la fluidité, etc. Et du coup, c'est simple, c'est efficace. On peut même se servir juste de D6, donc ça, on peut le trouver dans n'importe quel jeu de Jams, typiquement. Et, ça marche plutôt bien. Et du coup, selon les besoins de l'univers, je bricole avec d'autres systèmes qui me semblent pertinents. Et du coup, quand j'ai commencé avec, j'ai repris l'univers Barbarian of Lemuria, qui est un univers sur Sorcery, mais je l'ai adapté à ma sauce avec mes référents. Je me suis amusé à créer mon propre panthéon, etc. C'était très drôle. Mais ensuite, j'ai deux projets, on va dire, entre guillemets, qui me tiennent à cœur. Le premier, je l'ai appelé les Chroniques de Valiant. Donc, c'est de la médiévale fantasy. Donc, voilà, donc c'est l'Occident médiéval. Voilà, c'est les châteaux forts, les dames, les forêts enchantées, etc. Un petit peu une vibe à la Merlin l'Enchanteur, la série, si tu vois un petit peu. Oui. Notre public aussi aime beaucoup Merlin l'Enchanteur. Et voilà, pour faire court. Et ensuite, le second, alors ça, c'est Organisation Cornerbus, qui est un univers qui m'est cher parce que c'est un petit peu c'est à la fois mon laboratoire et mon ode à l'imagination un petit peu. Et c'est ce que je qualifie moi-même de science-fiction dimensionnelle, en fait.
Et en fait, la question que je voulais te poser avant que je présente ce monde, en fait, c'est, tu as dit que tu faisais des études d'histoire. Oui. À quel point est-ce que tu utilises, du coup, tes études dans ta pratique, en fait, de maître de jeu? Euh, Question intéressante. En fait, c'est surtout pour... en fait, je pense que prendre les enseignements de l'histoire permettent d'aider à construire des mondes qui sont cohérents. Mm. Permet de comprendre. En fait, étudier l'histoire permet de comprendre les mécaniques politiques, géopolitiques, etc., qui, appliquées dans un jeu de rôle, donnent du corps et de la cohérence à l'univers. Euh, et puis aussi, il y a ce côté où moi, en tant qu'étudiant en histoire et qui aimerait bien partir dans la médiation culturelle, je me pose également la question de ce que le jeu de rôle peut apporter pour justement présenter la connaissance historique. Voilà, par exemple, tu dis, par exemple, tu dis, ok, du coup, ça marche comme ça parce qu'à l'époque, ça marchait comme ça, comme ça. Par exemple, exemple pratique, je me suis servi l'autre jour, j'ai fait du Chronique de Valiant et en fait, ils étaient dans une ville, genre ville fortifiée. Et en fait, à l'époque, les villes, c'était ceinturé par une muraille. Et tu avais un conseil des bourgeois ou des consuls. Et tu avais également le seigneur. Mais en règle générale, il y avait un petit peu une guerre, une sorte de guéguerre des enjeux politiques. Parce que le seigneur, il souhaite avoir la main mise sur la ville parce que les villes, c'est riche et ça leur permet d'avoir des impôts. Mais en même temps, les bourgeois, ils aimeraient bien avoir un petit peu leur autonomie. Et du coup, j'ai fait un scénario où je me suis servi de ça pour justement donner du corps à la toile de fond du scénario qui se passait. Et du coup, il y avait un fond un petit peu d'intrigue politique parce que justement, il y avait des déstabilisations à ce niveau-là. Bon, j'entre pas dans les détails, mais du coup, ça sert à ce niveau-là. Et du coup, ça peut aider à gens à se dire. Ensuite, la personne va se dire, ouais, à l'époque, parfois, entre les bourgeois, bourgeois au sens habitants des villes, je précise, Mm. les bourgeois et les seigneurs, il y avait des conflits d'intérêts, etc. Enfin, après, c'est qu'un exemple parmi d'autres. Mm. Oui, mais dans tous les cas, je pense que ça peut être un moyen de donner corps à l'histoire. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on s'inquiète beaucoup de voir des personnes la réécrire et de voir des personnes se l'approprier, mais Mm. de manière un peu déplacée. Le jeu de rôle, ça peut être un moyen, juste une espèce de porte d'entrée pour au moins questionner les gens, pour au moins qu'ils voient autre chose que ce Mm. qu'ils peut-être ils ont vu quand ils étaient juste au collège, au lycée. Je dirais que c'est autant une porte d'entrée qu'un objet de réflexion sur ce que l'on appelle la réception historique. Donc, c'est-à-dire Mm. comment, comment est-ce que le commun, enfin, comment est-ce que les gens, en Mm. règle générale, se représentent et s'accaparent en quelque sorte l'histoire. Mm. Parce que le truc, c'est que à travers le jeu de rôle, mais également d'autres médias comme les films d'animation, Les séries. voire même les Mm. festivals dits médiévals, Oui, tout à fait. on peut voir des choses qui sont médiévalisantes, donc qui font plutôt appel à une représentation de l'histoire, plutôt qu'à des choses qui sont véritablement issues de ce que l'on sait, qui sont réellement historiques. Et le truc, c'est que, comme tu le dis, et ça interroge parce qu'en fait, la manière dont les personnes se représentent l'histoire à travers les médias culturels, ça influe également sur leur vision du monde et donc également sur, donc également sur la vie individuelle des gens et sur la société. Mm. Exactement. Du coup, je te propose de lire un petit peu, tu sais, une espèce de, enfin, en fait, une description que tu m'as faite de l'univers organisation Cornerbus, et peut-être qu'après on développera certains aspects. Du coup, voilà. Je m'appelle Dalin Poulain, je pratique le jeu de rôle depuis 2015, alors que j'étais lycéen. Tiens, moi aussi j'étais lycéenne en 2015. Environ un an après, j'ai organisé mes premières parties en tant que maître du jeu. Mais c'est à partir des années 2020 que j'ai commencé à développer mes propres univers. Parmi ceux-ci, l'un qui me tient particulièrement à cœur est un jeu de rôle que j'ai nommé Organisation Cornerbus, et qui appartient au genre de ce que je qualifie de science-fiction dimensionnelle. Le principe est le suivant. L'organisation Cornerbus est un organisme indépendant qui a pour mission de traquer et de corriger les anomalies susceptibles de perturber le multivers. Vous incarnez un membre de l'escouade d'intervention polyvalente dimensionnelle, ou EIPD. Votre unité constitue l'élite et la principale force de frappe de l'organisation. À ce titre, vous voyagerez à travers l'espace et le temps, vous interviendrez aussi bien dans des royaumes oniriques faits de châteaux forts et de magie que dans des mégalopoles galactiques fourmillant de toutes sortes de races, en passant par des mondes vidés de toute vie biologique.
Aux origines et talents aussi hétéroclites que vos théâtres d'opération, vous avez été triés sur le volet afin d'endiguer les anomalies qui menacent l'équilibre fragile du multivers. Mais pour ce faire, vous devrez cependant affronter une menace aussi dangereuse que sournoise. Et donc ça, c'est vraiment typique un petit peu l'accroche que tu vas envoyer du coup à tes joueurs pour leur donner envie de jouer, c'est ça? C'est ça, oui. Et du coup, quand on parle d'annonce de campagne, ça va être quelque chose dans cet univers-là que tu vas proposer. Après, je fais pas vraiment de campagne, je fais ce qu'on Ah oui, appelle d'accord. des épisodes filler, entre guillemets. Ah, C'est-à-dire, d'accord. en fait, chaque scénario se suffit à lui-même, mais qui peut être, comment dire, mais qui sont rattachés par une espèce de continuité qui joue un fil rouge. C'est un petit peu comme on voit dans les séries policières, par exemple. Oui, oui. Par exemple, NCIS ou Bones, où en fait, chaque épisode, il y a une affaire différente qui se fait à lui-même, mais en toile de fond, tu as une forme de continuité dans l'histoire. Yes, moi du coup j'ai fait soit des campagnes, donc c'est-à-dire qu'on s'est retrouvés, on avait un objectif et ça durait le temps qu'on atteigne l'objectif, ou sinon j'ai fait ce qu'on appelle des one-shots, dans le sens où c'était une aventure assez courte, mais qui nous faisait vraiment faire plein de choses et découvrir vraiment l'univers, expérimenter plein de choses. C'était toujours en fonction en fait du temps qu'on avait sous la main, sachant que je crois que on disait c'était l'une des tensions, un petit peu les points de pression les plus forts dans le jeu de rôle, c'est trouver un moment où tous les joueurs et le maître de jeu sont disponibles pour jouer ensemble. C'est limite la partie du jeu de rôle qui est le plus difficile en vérité, parce que et surtout quand on dépasse le lycée, on est tous à droite à gauche, on a les études, on a le boulot, les obligations familiales aussi, sociales, etc. Donc ça peut être compliqué de se réunir. Après, les campagnes, c'est quelque chose de formidable, hein, si vous avez l'occasion, foncez. Mais c'est vrai que d'expérience, c'est difficilement tenable jusqu'au bout. C'est pour ça que nous, au sein de mon groupe de potes dans lequel on pratique, on est plutôt fan du feuilletonnant. C'est-à-dire chacun se suffit à lui-même. Et ensuite, si on est régulier, on peut voir une sorte de continuité et on peut s'impliquer plus dans l'histoire. Vous gardez les mêmes personnages On garde les mêmes personnages, oui. Ok. Après, évidemment, si on se croit juste une fois de temps en temps ou si c'est juste inopiné, un one-shot, ça suffit largement. Et là, le maître du jeu peut justement proposer des personnages préfets avec des fiches préfaites, avec déjà le nom, les caractéristiques, l'image, etc. Comme ça, on a juste à choisir et on ne perd pas du temps à la création de personnages qui parfois peut durer des après-midi entières. Ah oui, non mais tout à fait, tout à fait. Donc, souvent, c'est pour ça que souvent en fait, ma maître de jeu arrive avec genre, elle nous contacte avant qu'on se voit et elle est là. Tu as le choix entre ce personnage, ce personnage, ce personnage. Qu'est-ce que tu préfères? Celui que tu choisis, tu me produis ça, ça et ça pour tel jour, telle heure. Et on n'a pas intérêt d'arriver et de ne pas être préparé. Ah oui. Mais après, ça va, c'est quand même assez. Genre, moi, par exemple, la dernière fois, j'étais tellement occupée, il faut dire, seconde année de master, c'est fatigant pour tout le monde. Du coup, je lui ai juste dit, ah, c'est Donjons et Chatons, eh bien, je veux être un miage qui s'appelle Miaus. Voilà, j'ai fait vraiment dans l'originalité. Ouais. Mais au moins, ça m'a pas pris trop de temps et j'ai joué un très bon personnage. Je voulais en profiter, tu sais, pour parler aussi des GN, donc les grandeurs nature. Tu as parlé du coup des festivals de médiévalisme. Oui, voilà, j'ai un doute sur festival médiéval. Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ouais, les festivals médiévaux. Oui. Voilà. D'accord. On va dire ça comme ça. Oui, parce que en fait, c'est comment dire, parce que du coup, ce serait les rapports entre festival médiéval et grandeur nature. Justement, je me demande, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Ah, c'est deux choses complètement différentes. D'accord. Ok. En fait, c'est-à-dire qu'un festival médiéval, ça va être un festival, genre ça peut être organisé par une association ou la municipalité, etc. Où en fait, ça va être une sorte de fête, de festival, qui aura pour thématique l'époque médiévale, parfois pas que. Et en fait, ce sera l'occasion d'animations autour du festival, genre des spectacles avec des costumes ou des prestations qu'on associe, pas qui sont forcément d'époque, c'est là qu'il faut préciser, mais qui est associé à une période médiévale
médiévales, ou du moins ce qu'on appelle médiévalisants, c'est-à-dire qui font référence à un imaginaire médiéval. Et donc il y a autant des ateliers que des spectacles, que des stands exactement qui vendent des produits qui font penser justement à l'univers médiéval. Et souvent dans ces festivals, il y a beaucoup d'éléments qui font plus penser du coup à la fantaisie plutôt qu'à vraiment une forme de réalité historique. Et tandis que le grandeur nature, en fait, c'est ni plus ni moins que, pour vulgariser, c'est le jeu de rôle, mais en vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se réunir pendant un week-end ou une semaine, et en fait, ils vont faire du jeu de rôle, mais cette fois en incarnant pour de vrai. C'est-à-dire, ils vont avoir des armes en mousse, ils vont avoir voilà, ils vont avoir un équipement, et en fait, ils vont incarner leur personnage pendant un week-end, une semaine, etc. Et là, par contre, alors certes, Alors, personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'y participer, même si j'aimerais beaucoup. Mais là, il n'y a pas vraiment de système de dés. Alors, il y a quand même des systèmes de caractéristiques, si je dis pas de bêtises. Mais en soi, par exemple, les combats, ben, tu as une épée en mousse, tu frappes, et tu as un certain nombre de points de vie. Et quand tu as plus de points de vie, ben, on considère que ton personnage, il est à terre ou il meurt. Et ça, c'est semblable au jeu de rôle dans le principe, mais dans l'application, comme tu peux te douter, c'est très différent parce que l'expérience n'est pas la même. Pour le coup, c'est vraiment, vraiment immersif. Aussi, tu as l'aspect un petit peu, le combat avec les épées en mousse, etc. Moi, je sais que même si j'ai pas fait de grandeur nature, j'ai eu l'occasion de côtoyer des clubs qui, justement, organisaient des séances d'entraînement avec l'escrime, ce qu'on appelle l'escrime GN, l'escrime grandeur nature. Et il y a et avec du coup certaines règles, on va dire, parce que comme c'est des épées en mousse, la rigidité tient sur la rigidité de la lame est tenue par une barre de fer. Et du coup, ça fait qu'il y a certaines choses que tu peux pas faire. Par exemple, pas d'attaque dans les parties génitales ainsi que sur la tête parce que c'est trop dangereux. Et aussi pas de coup d'estoc parce que si jamais tu as le bout en verre qui pénètre le truc, ça peu dangereux. Donc voilà. Ok. Je voulais te demander du coup pour toi si l'édition 2025 des Journées romaines de Nîmes se rapproche plus d'un festival sur la romanité ou d'un grandeur nature, parce qu'apparemment il y a plusieurs centaines de personnes du coup ils disent même pas déguisées, c'est-à-dire habillées en romain qui défileront dans la ville pendant tout l'événement. Alors, Et on a Romulus, la naissance de Rome aux arènes de Nîmes. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises parce que je me suis pas renseigné, mais pour moi, ça entre très clairement dans le domaine du festival. Alors, pour le coup, c'est pas un festival médiévalisant parce que ça fait plutôt référence à l'Antiquité romaine. Oui, tout à fait. Alors, depuis derrière la caméra, si je peux me permettre d'intervenir, il ne faut pas confondre grandeur nature, festival médiéval et événement de reconstitution historique. Ah, d'accord. Donc la reconstitution historique, c'est une pratique qui se rapproche de ce qu'on appelle l'archéologie expérimentale et l'histoire vivante. Et c'est ces événements-là qui vont essayer d'aller rechercher la véracité historique. Dans le cadre des journées romaines, généralement, ce sont des troupes de reconstitution. Donc des gens qui vont aller chercher dans les sources pour se costumer le plus proche possible de ce qu'on pouvait retrouver à l'époque, essayer de proposer une expérience de médiation historique, de médiation scientifique pour le public. Donc il y a une démarche qui est scientifique et culturelle derrière, même si d'une certaine manière, au sein des troupes, on peut avoir une forme de jeu de rôle avec le chef de la troupe qui est un centurion, un chevalier, les gens qui vont avoir des rôles attribués, peut-être des noms attribués, mais on est sur une démarche de médiation culturelle et scientifique. La fête médiévale, c'est un événement, je me permets d'en parler parce c'est trop intéressant. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. La fête médiévale, c'est un événement qui est organisé pour le grand public et dans lequel on retrouve un peu tout et n'importe quoi. Il y a des troupes de reconstitution, comme il peut y avoir des sorciers, des gens qui vont venir avec une approche très JDR, très médiéval fantasy, et dans lesquels on va avoir, selon la fête médiévale, une qualité scientifique plus ou moins variable. Certaines se veulent reconstituer pour la reconstitution et la médiation, d'autres sont purement là pour s'amuser avec des thématiques médiévalisantes, donc qui font référence à l'histoire médiévale. Et le grandeur nature, pour le coup, c'est vraiment un jeu assumé, tous ensemble, dans lesquels on va surtout chercher à coller aux règles de l'univers de fiction dans lequel on s'inscrit, mais qui peut être un univers pseudo-historique, pour le coup, mais dans lequel on va vraiment avoir des règles. C'est
entre les joueurs, il n'y a pas vraiment d'ouverture au public sur le Grandeur Nature. Et c'est vraiment chacun son personnage et on essaye de faire avancer une trame, de raconter une histoire tous ensemble, ou en tout cas chacun dans son coin, d'interagir dans la grande histoire qui est racontée par l'univers. Donc il faut vraiment séparer ce côté jeu de rôle et le côté jeu de rôle du côté fête médiévale et le côté fête médiévale du côté reconstitution. Parce que du coup on a des festivals qui se veulent comme des festivals de reconstitution, de médiation historique et culturelle, comme les journées romaines, les grands jeux romains à l'époque, ou le festival de la Rose d'Or, qui est destiné aux reconstituteurs et reconstitutrices. Donc voilà, il faut bien avoir en tête qu'il y a ces 3 catégories qui existent et que la reconstitution, qui est une discipline de médiation historique, n'est pas vraiment du jeu de rôle, même si certains de ces aspects peuvent s'en rapprocher. Super, Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces précisions. C'est ça, vraiment. Merci beaucoup. Du coup, d'Alain, on se dirige très, très clairement vers la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu voudrais dire aux personnes qui nous regardent, qui souhaiteraient peut-être commencer le jeu de rôle? Je dirais, trouvez-vous des potes qui sont dans le délire, organisez-vous une partie. Alors en soi, vous avez juste besoin d'un papier, de crayons, de dés et de votre imagination. Lancez-vous et surtout, osez et éclatez-vous. Eh bien, merci beaucoup. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission, La Voix de Laitue. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.